Bonjour et bienvenue. En 2022, le secteur cosmétique était à l'origine de 0,5 à 1,5% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. La phase d'utilisation du produit est particulièrement énergivore. Elle représente 40% des gaz à effet de serre du secteur. L'implication des consommateurs est donc indispensable. Or, si 78% des Français se mobilisent en faveur de la consommation responsable, un chiffre en croissance régulière, faire les bons choix constitue une implication de plus en plus pesante pour les consommateurs. Le discours environnemental des marques est-il toujours bien connecté aux attentes et aux modes de vie du grand public? Pour y répondre, nous recevons Cassandre Milius, fondatrice de The Good Habits, qui explique la nécessité de rendre désirable l'éco-conception. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la façon dont on aborde l'écologie aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, on fait toujours appel à des conséquences spatio-temporelles qui sont très lointaines de nos quotidiens et de nos imaginaires. Je vous donne l'exemple de l'ours polaire qui est en train d'être perdu et limite de fondre sur son bout de banquise à des milliers de kilomètres de chez soi. Effectivement, c'est important, mais le cerveau humain n'est pas fait pour changer en ayant des motivations qui sont aussi lointaines en termes de temps et d'espace. Au contraire, on a besoin de faire appel à des moteurs de motivation qui sont intrinsèques et qui sont connectés à nos besoins du quotidien. Aujourd'hui, on se rend compte quand on fait des études, on va faire des sondages auprès de la population, que quand ils changent pour adopter un comportement éco-responsable, souvent ils le font finalement pour des moteurs de motivation qui sont assez intrinsèques ou assez égoïstes, sans le dire de manière péjorative. Donc par exemple, il y a des gens qui vont devenir minimalistes pour des raisons économiques, des personnes qui vont consommer un produit éco-responsable plutôt qu'un autre par respect pour leur santé, d'autres pour leur bien-être mental, d'autres pour la santé de leurs petits-enfants. Donc peut-être adapter l'approche pour la rendre plus désirable, plus connecté aux besoins et aux modes de vie de chacun. Le premier pouvoir du design, c'est de créer des émotions, notamment des émotions positives, parce qu'on se rend compte que ce sont elles qui vont générer le mouvement, alors que les émotions négatives, qui sont souvent en fait liées à l'écologie, vont plutôt créer de l'inertie. Deuxième pouvoir du design, ça va être de modifier et d'orienter les comportements sans que ce soit une contrainte. Et le troisième pouvoir du design, ça va être de placer l'humain au centre. Donc, ne pas créer un produit juste pour un produit, c'est-à-dire mettre en avant uniquement les avantages éco-responsables que ça va créer, mais aussi penser à la place des personnes et se dire finalement qu'est-ce qui va faire qu'elles vont avoir envie d'acheter ce produit-là, qu'est-ce qui va faire qu'elles vont avoir envie de changer pour aller vers un comportement plus en lien avec le développement durable. Aujourd'hui, on utilise le vert parce que pour le concept que ça évoque, le concept de la nature, et en fait, la science des émotions montre que c'est plus puissant d'utiliser une couleur pour l'émotion qu'elle génère plutôt que pour le concept qu'elle évoque. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a certaines couleurs qui vont créer une émotion différente. Par exemple, le bleu, ça va être l'apaisement, le orange, ça va être la joie et la curiosité, le jaune, ça va susciter l'intérêt. Et donc, en fait, au lieu d'utiliser du vert parce que c'est lié à l'écologie, pourquoi ne pas jouer sur d'autres couleurs? Et finalement, il y a d'autres mécanismes à mettre en place pour sensibiliser sur son engagement climatique que par le vert et par des images de feuilles qui sont en train de pousser dans l'herbe finalement. On peut être plus innovant que ça, je pense. Les biais cognitifs, c'est des raccourcis mentaux qu'on va prendre au détriment de choix un peu plus rationnels. C'est l'exemple par exemple du biais d'ancrage. Vous savez, quand vous faites une négociation, le premier prix qu'on va donner, on va rester pendu à ce prix-là et toute la suite de la négociation va jouer par rapport à ce premier prix qui est donné. Et on va pouvoir travailler sur ces biais, mettre en place des nudges. Donc les nudges, c'est des petits coups de pouce qui vont orienter les comportements sans que ça paraisse comme une contrainte. Et donc je donne par exemple l'exemple, on peut jouer sur le biais le biais de conformisme. C'est le biais selon lequel les gens ont tendance à rester sur un choix par défaut. Si on a mis en place un système de livraison de produits cosmétiques, au lieu de laisser le choix par défaut d'une livraison hyper rapide, hyper carbonée,
mettre en choix par défaut la livraison éco-responsable et ensuite c'est à l'utilisateur de changer le choix et de mettre non, finalement moi je veux une livraison rapide, et on va se rendre compte qu'on va avoir un nombre impressionnant de personnes qui va finalement rester au choix par défaut éco-responsable plutôt qu'autre chose. Moins d'injonctions, plus de design, c'est-à-dire l'art et la science de rendre des choses désirables et agréables, et plus de personnalisation, tels seraient les enjeux pour que chacun puisse s'approprier des intérêts communs pour en faire sa propre expérience. Un challenge à relever pour les marques puisque 94% des Français estiment que les entreprises ont un rôle à jouer pour inciter leurs clients à consommer mieux. À très bientôt pour un prochain Cosmed TV.